Bonsoir les gens, bienvenue dans 101%, on est vendredi, le vendredi c'est n'importe qui, et aujourd'hui c'est moi, Z, enfin plus connu pour ça, ou ça. Voilà, le 101% d'aujourd'hui, le sommaire, on aura la critique de Empire Total War, on aura également Vue Subjective Mini, les sorties animées, mais on commence avec l'actu du jour. Dragon Ball 伝説の新たな幕開け La série Dragon Ball Z est de retour sur le devant de la scène médiatique. La Toei prépare en effet la diffusion de Dragon Ball Kai, qui débutera le 5 avril au Japon. Il s'agira en fait d'une version haute définition de DBZ. Elle devrait néanmoins être plus courte qu'à l'origine pour finalement se rapprocher du manga de Toriyama. Ce qui n'était pas tout à fait le cas de l'anime original, qui à l'époque contenait plusieurs passages imaginés afin de rallonger la durée de la série. Mais Dragon Ball Kai, c'est aussi le nom du prochain jeu édité par Namco Bandai Games le 29 avril prochain au Japon. Affublé du sous-titre Saiyajin Raishu, soit littéralement l'assaut des Saiyans, pour une fois il ne s'agira pas d'un jeu de combat mais d'un RPG. L'histoire complètement inédite se déroulera entre le 23e tournoi des arts martiaux et l'arrivée de Vegeta. On pourra diriger pendant l'aventure plusieurs personnages qui ont fait la légende de DBZ, à savoir Son Goku, Son Gohan, Piccolo, Krillin et même Yamcha ainsi que Tenshinhan. Avant les combats, le joueur devra d'ailleurs sélectionner 3 protagonistes parmi les 6 disponibles. Ensuite, le déroulement des combats sera classique, puisqu'on aura droit à du tour par tour et les points d'expérience accumulés seront répartis par le joueur dans 6 catégories différentes. Pour l'Europe, aucune nouvelle pour le moment d'une quelconque localisation. Nintendo DS 専用ソフトドラゴンボール界サイヤ人来襲 Le développeur Ensemble Studio a beau avoir fermé ses portes, sa série phare Age of Empires, chère au cœur de nombreux fans de jeux de stratégie, n'a pas pour autant dit son dernier mot. Ce nouvel épisode sur DS en est la preuve. Il s'agit de la deuxième adaptation de la série sur la portable de Nintendo, et à nouveau le gameplay a connu un changement de taille puisqu'il s'agit d'un jeu au tour par tour, et non plus en temps réel comme son ancêtre sur PC. Attention subtilité, Age of Empires Mythology sur DS est donc en fait l'adaptation de Age of Mythology. D'accord, on s'en serait douté, mais ça ne coûte rien de le préciser. On assiste ainsi à l'affrontement improbable de 3 panthéons antiques. Les dieux grecs de l'Olympe menés par Zeus, les belliqueuses divinités vikings et les dieux égyptiens qui sentent bon le sable chaud. Quelles que soient ses affinités, le joueur doit choisir une divinité principale parmi 3 et sera également amené à sélectionner des divinités secondaires au fur et à mesure de sa progression dans le jeu. Tous ces dieux octroieront divers pouvoirs au joueur pour l'aider dans sa guerre contre le monde. Le gameplay est très proche des autres jeux de stratégie de la DS, et notamment la série des Advance Wars. C'est en soi plutôt une bonne nouvelle, la série de Wargame de Nintendo étant sans doute l'une des plus accessibles du genre. Age of Empires Mythologies y ajoute une phase de construction de base, des héros mythiques et des monstres errants à tuer pour s'emparer de précieuses ressources. Pour un peu, on se croirait dans Heroes of Might and Magic. Le résultat de toutes ces influences est un jeu passionnant promettant de longues parties, surtout en multijoueur. Alors côté jeux vidéo, dernièrement j'ai pu m'essayer à Far Cry 2. Et en fait, j'ai été un petit peu déçu parce que ce sentiment de liberté, au final, je sais pas, j'ai été un peu perdu dans le jeu. Il y a trop de choses à faire en même temps, trop d'options. Moi, je suis peut-être plus de la vieille école. Hein, mon truc, c'est plus le rétro gaming. Alors voilà, c'est d'ailleurs pour ça qu'à No Life, monte Retro and Magic tous les mardis dans 101%. Mais là, tout de suite, on va voir une critique de jeu et ça sera Empire Total War. Le développeur Creative Assembly a su se créer une niche dans le jeu vidéo avec sa série des Total War. Depuis l'an 2000, ces jeux de gestion au tour par tour et de stratégie en temps réel proposent de revivre des batailles réalistes dans les plus grandes périodes de l'histoire de l'humanité. Après le shogunat, l'ère médiévale et l'Empire romain, Empire Total War s'attaquera au XVIIIe siècle, l'ère des colonies, des révolutions et de la poudre à canon. Empire Total War propose une campagne historique nommée La route vers l'indépendance, qui retrace la colonisation de l'Amérique et son émancipation.
Mais cette campagne est un tutoriel habilement déguisé, qui permet de se familiariser avec le système de jeu sans être tout de suite noyé sous la multitude des options. Une fois ce tutoriel passé, le joueur réalise qu'il est libre de créer sa propre campagne et en fait sa propre histoire. Il pourra commencer avec une des 11 factions les plus puissantes de l'époque, comme l'Angleterre, la France, l'Amérique, l'Espagne ou encore la Prusse et l'Empire ottoman. Il pourra ensuite développer et gérer son empire sur les 3 territoires principaux qu'offre le jeu, l'Europe, les Amériques et l'Inde. Sans oublier le contrôle des 4 routes commerciales que sont l'Indonésie, l'Est africain, la Côte d'Ivoire et l'Amérique du Sud. Ces routes commerciales sont des routes maritimes, une des grandes nouveautés de cet épisode étant l'ajout de batailles navales. Le système de jeu de Empire Total War se décompose en 2 parties bien distinctes. La première est la gestion de l'empire du joueur. On est ici dans le tour par tour, avec une vue aérienne et un contrôle des villes et des unités qui rappellent fortement la série Civilization. C'est dans cette phase que le joueur déplace ses armées et construit des améliorations de villes. Mais il faut aussi gérer son économie avec ses ressources, l'entretien de ses armées, le niveau des impôts, la progression de sa recherche scientifique ainsi que ses relations diplomatiques avec les autres factions. La seconde partie du système de jeu se révèle lorsque l'on déclenche une bataille. On passe alors à un jeu de stratégie en temps réel. Le joueur contrôle ce RTS comme un FPS, décidément c'est la mode. Il devra donner des ordres à ses brigades et devra jouer intelligemment avec les capacités de ses unités. Ici, on n'est pas dans Warcraft, l'accent est mis sur le réalisme du comportement des hommes, que ce soit dans la gestion du moral ou dans la reproduction fidèle de leur mode d'attaque de l'époque. Un escadron ennemi par exemple aura vite fait de s'enfuir hors du combat s'il subit des pertes trop importantes pour parfois déserter la bataille. Bien sûr, le terrain joue un rôle capital. Le joueur peut mettre à couvert ses unités derrière des protections et même embusquer des hommes dans des fourrés ou des bâtiments. Les diverses formations permettront de gérer au mieux l'art de la guerre de l'époque. C'est qu'un mousquet ne se rechargeait pas bien vite, il valait donc mieux que chaque tir compte. De la même façon, la ligne des canons doit être bien protégée, et les unités de cavalerie permettront de donner la chasse aux fuyards autant que de contourner l'ennemi pour aller détruire son artillerie. La vue du joueur est délibérément limitée. Ici, pas de vision tactique en vue du ciel. Cela implique qu'il faut constamment rester en alerte. Un joueur négligent sera vite pris à revers. Les batailles navales, elles, proposent le même degré de réalisme, mais les mécanismes sont bien sûr différents. Ici, les unités sont toujours en mouvement. Il faudra savoir anticiper le placement des vaisseaux pour maximiser l'effet des canons et pourquoi pas tenter un abordage. Les unités de vétérans gagneront bien sûr en efficacité, et des personnages illustres donneront des bonus aux armées. Pas de doute, Empire Total War propose une simulation aussi complexe que complète des affrontements de l'époque. Empire Total War est à plusieurs niveaux un jeu impressionnant. Il est déjà par ses graphismes qui détaillent un champ de bataille avec une complexité rarement vue jusqu'ici. Il est d'ailleurs à noter que le jeu demande une configuration musclée pour pouvoir donner sa pleine mesure graphique. Mais ce titre est aussi un rappel extrêmement fort de la spécificité des jeux PC aujourd'hui. Un jeu aussi complexe ne pourrait pas exister sur console. Car oui, le jeu est complexe. Les batailles sont enivrantes de possibilités stratégiques et la gestion de l'Empire est très complète. On note avec plaisir que le système de diplomatie a été amélioré depuis les jeux précédents et propose cette fois la mise en place de traités extrêmement complets. Le point faible du jeu serait plutôt les batailles navales qui sont certes jolies, mais plutôt difficiles à contrôler efficacement. Une autre critique pourrait être portée sur le fait que déjà des patchs ont dû être distribués par le développeur et que le travail sur le jeu continue après la sortie. Il n'en reste que Empire Total War est un titre extrêmement ambitieux, pas forcément pour tout le monde, mais avec une profondeur de jeu qui force le respect. Toujours concernant Retro Magic, en fait, j'avais une question à poser à Alex, ça tombe bien. Parce que si on prend Retro Magic, les initiales, ça fait RAM, R-A-M. Et tout le monde sait que dans un ordinateur, la RAM, c'est également la mémoire vive. Donc voilà, c'est un peu un hommage à une certaine émission il y a quelques années que je regardais sur une autre chaîne qui était préparée notamment par la personne qui est là derrière la caméra aujourd'hui. Voilà, donc c'est vrai que c'est un petit peu un rêve qui se concrétise quelques années après. Voilà. Là maintenant, on va passer à vue subjective mini. C'est quoi ta question ?
La question, c'était est-ce que c'était lié, en fait est-ce que le titre, c'était un pur hasard ou est-ce qu'il y avait une petite... Alors ça, c'est un secret. Ok. Donc, Vue Subjective Mini. Moi, je voulais vous parler rapidement de l'autre émission qui est en alternance avec Vue Subjective Mini, qui est donc Pixa. Pixa, il s'avère que, bien que j'ai pas le temps de travailler dessus, c'est préparé par Pierre-Alexandre et le docteur Lacave, c'est une émission, voilà, ça fait plus d'1 an que le pilote a été fait, et j'avais travaillé sur le pilote à l'époque. Donc voilà, ça a mis beaucoup de temps, plus d'1 an à arriver à l'antenne, dans une forme très différente de ce qu'était le pilote à la base, mais comme quoi, voilà, si vous vous posiez la question, oui, il y a encore beaucoup de projets en réserve, et voilà, des fois, il y a un temps de gestation très important, mais elles finissent par arriver bel et bien dans vos télés. Un vendredi sur 2, ce sont les cinémas asiatiques qui s'invitent dans 101%. Pour cela, un seul rendez-vous, Vue Subjective Mini, où une partie de l'actualité DVD ciné sera régulièrement décortiquée. Et cette semaine, en plus des habituelles sorties DVD, on s'intéressera à quelques actus ciné, dont le dernier film du réalisateur Kurosawa Kiyoshi, toujours aussi surprenant. Mais avant cela, jetons un œil à un wuxia-pian coréen, ainsi qu'à quelques inédits d'un réalisateur de la nouvelle vague japonaise dont nous avons déjà parlé dans Vue Subjective, Yoshida Kiju. 그런데 황족들을 모조리 죽여버리니 자네를 믿지 못하는 거야. 큰 걸 얻으려면 복수심은 접어두는 게 좋아. 알겠나? Shadowless Sword, Le règne du sabre, est un film coréen sorti en 2005 qui narre la traque d'un jeune héritier au trône du royaume de Balé, au Xe siècle, par un corps d'armée appelé les Lames Fatales. Caricature du jeune crétin qui finira par accepter ses responsabilités et son glorieux passé, l'héritier est protégé par une guerrière exceptionnelle. Wuxia-pian classique, avec combat et envolée câblée, FX Chipos, où les corps explosent en poussière, et personnages torturés, Shadowless Sword rappelle bien sûr le très beau Bishunmu sorti en 2000. Ce film coréen avait marqué par la qualité de son scénario, sa caméra rageuse et l'interprétation bouleversante de ses acteurs, dont Shin Yoon-jun qui incarnait Jin-ha. On retrouve cet acteur dans un second rôle, et chose nettement plus surprenante, le réalisateur de Bishunmu lui-même, Kim Yoon-jung, derrière la caméra de Shadowless Sword. Mais malheureusement, tout ou presque sépare ces deux films. Les acteurs, plutôt médiocres, et portés sur la technique du « plus je suis sérieux, plus je plisse les yeux », du coup, certains jouent une grosse partie du film les yeux fermés, ce qui pourrait expliquer le piètre niveau des chorégraphies de combat. Le film passe également en revue l'ensemble des décors inhérents au genre, forêt de bambou, temple, salon de thé, pour enchaîner des scènes plus attendues les unes que les autres, sans surprise ni magie. Pour être tout à fait juste, le film décolle un peu au bout d'1 heure et élève son niveau pour offrir quelques jolies séquences. On ne peut que regretter le petit niveau de ce film et vous conseiller de voir et revoir les grands classiques HK du genre, l'incroyable The Blade de Tsui Hark en tête.パパを何人 ?19、20。わかんないくらいたくさん。そんなにたくさんどうやって殺すの？玄関に裸の電線をピンとあるの。引っかかるわ。まあ、怖い。もっといい方法ないかしら。Sorti chez Carlotta au début du mois, ce double DVD propose 2 films majeurs de la période dite politique du cinéaste de la nouvelle vague, Yoshida Kiju. Le premier, Purgatoire Heroica, se situe dans la lignée de son précédent film, Heroes plus Massacre. L'intrusion soudaine d'une mystérieuse jeune fille dans la vie d'un ingénieur renommé va replonger celui-ci dans son passé en tant que membre d'un mouvement contestataire. La structure éclatée de la narration et l'esthétique d'une pureté acérée de chaque plan alimentent le propos du film. Chaque idéal politique, quel qu'il soit, finit toujours gangréné par les luttes de pouvoir comme s'ils étaient d'une incompatibilité fondamentale avec la nature humaine.
Sorti mercredi, le 25 mars pour être précis, en même temps que les 3 royaumes de John Woo, Tokyo Sonata est le dernier film de Kurosawa Kiyoshi, réalisateur de Cure, Charisma ou encore Kairo. Mais Tokyo Sonata n'est pas un film de genre. Portrait d'une petite famille dont les membres s'éloignent doucement par leur incapacité à communiquer et à reconnaître certaines vérités, ce film porte un regard à la fois doux et acerbe sur le Japon d'aujourd'hui. Toutes les générations sont représentées. Le père qui tente de dissimuler la perte de son emploi en faisant semblant d'aller travailler tous les jours, le fils aîné qui se cherche une place et décide de s'engager dans l'armée pour supporter les troupes américaines en Irak, le cadet qui doit lutter pour imposer ses goûts et ses passions à un père borné et autoritaire, et la mère, magnifique, qui tente de faire tenir une barque familiale qui prend l'eau de toutes parts au détriment de sa propre vie. Un film d'une grande finesse, souvent drôle malgré sa dureté, que l'on conseille vivement. Et pour terminer ce Vue subjective, Alors côté manga et animé, dernièrement j'ai terminé de lire Death Note et en fait ça m'a un peu déçu. En fait il y a beaucoup de choses qui m'ont déçu finalement. Ouais, mais c'est vachement bien à la fin de Death Note. Ouais, mais non en fait. Autant j'ai accroché bien sur tout le début du manga, il n'y a pas de problème. Et au milieu il y a un événement assez important qui se passe. Et à partir de là, c'était beaucoup plus mou, beaucoup plus pénible. Je sais pas, il y avait quelque chose qui m'a fait que j'ai moins accroché. C'est vrai qu'il y a quelques lourdeurs, mais la fin, elle est bien quand même. Ouais, non, mais je sais pas. Ouais, c'est bien foutu, mais bon. T'as pas aimé quoi. J'ai pas aimé. Tu t'attendais à trop peut-être. Ouais, je sais pas, tout le monde en parle comme étant le manga génialissime et tout. Donc, ouais, je m'attendais vraiment à un truc génial. J'allais tomber à la renverse en le lisant. Et en fait, bon, ouais, voilà, c'est bien, hein, mais c'est pas le truc ultime. C'est un vieux blasé en fait. Ouais, peut-être. Puisque la critique qui arrive, c'est celle de Noir. Il s'agit d'une critique que j'ai écrite moi, et il s'agit aussi d'un animé qui m'a vraiment beaucoup marqué, qui m'a beaucoup plu. Donc j'ai décidé de l'écrire un peu de manière différente par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Elle est écrite à la première personne, vous allez voir, hein, c'est un peu particulier. J'ai aussi essayé de faire le speak du coup, parce que ça aurait été plus logique, mais bon, en fait, speaker, c'est aussi un métier, et en l'occurrence, c'est pas le mien, hein, donc c'est un peu compliqué. Donc finalement, ce sera Thomas qui fera le speak, comme d'habitude, mais pensez bien que c'est moi, en fait, hein, qui l'écris, et c'est moi qui parle. Bon, bah alors je le dis comme si c'était... Ça tourne ? Noir. Un titre bien étrange, qui plus est en français, ce qui n'est pas courant pour un animé nippon. La série date de 2001, alors pour ceux qui ne la connaîtraient pas, voici le pitch. Mireille Bouquet est une tueuse à gages réputée. Sa vie va basculer le jour où elle reçoit un mail d'une lycéenne japonaise répondant au nom de Kirika Yuumura. Mireille n'y aurait guère prêté d'attention si le dit message ne contenait pas en pièce jointe une mélodie précise, qui la renvoie à un passé sombre et douloureux. Elle la rejoint donc au Japon pour y voir plus clair. La musique en question est issue d'une montre à gousset en possession de la lycéenne. Kirika se révèle être une experte dans la maîtrise des armes. Problème, elle est amnésique et n'a donc aucun souvenir de ce qui la lie à Mireille. Les deux jeunes femmes vont donc s'associer sous le nom de Code Noir et tenter de comprendre ce passé commun. Le tout sous l'œil d'une puissante organisation qui semble tirer les ficelles dans l'ombre. On pourra à raison reprocher à cette série un chara-design parfois très approximatif, ou encore une animation de mauvaise facture. Cela est compensé par le rythme très lent et contemplatif de la série, ce qui passera aux yeux de certains comme un autre défaut majeur. Parfois, la trame principale est laissée de côté pour s'attarder sur le quotidien. Oui, si vous êtes amateur d'action intense, vous risquez de vous ennuyer profondément en regardant Noir. Le réalisateur Mashimo Koichi use et abuse de longs mouvements de caméra sur des scènes figées, ou encore de la redondance de certaines séquences, notamment les flashbacks, ce qui en agacera plus d'un. Arigato.
Avec le recul, je vous assure cependant qu'il s'agit là d'un pari audacieux. Cette série est destinée avant tout à une diffusion télévisée, et en procédant ainsi, le risque de perdre les téléspectateurs occasionnels est grand. Mais ceux qui passent outre, eh bien, ils peuvent devenir accros. Comme moi. Un mot également sur la version française. Si les voix sont passables, ce qui choque le plus, c'est l'adaptation. Traduire certains noms propres était vraiment une idée stupide. Bref, bien que vous ayez le choix dans ce coffret, je ne peux que vous conseiller la version originale sous-titrée. Intouchable. Enfin. Si je devais conclure la critique à cet instant, force est de constater que tout ce que je viens de vous exposer n'est pas glorieux et ne donne pas forcément envie de regarder la série. Mais c'est maintenant que je vais vous expliquer ce qui a fait que, à mes yeux, cette série est sortie du lot. Déjà, le scénario. On découvre petit à petit qui est Kilika, la pièce maîtresse dans un récit parfaitement huilé. Difficile d'en dévoiler plus sans spoiler, mais je vous assure que tout ça est très bien mené, ce qui fait que l'on a sans cesse hâte de visionner la suite et ainsi percer ces mystères dans lesquels nous sommes plongés en tant que spectateurs. Les passionnés de géographie et de géologie française crieront certainement au scandale, mais un élément déterminant de l'histoire est qu'elle se déroule en France. Cocorico. Certes, on nous dépeint là une France via ses clichés, avec un Paris très carte postale, des petites rues pavées et sinueuses, des 2 chevaux, des Parisiens arborant fièrement leur béret et une baguette de pain sous le bras. Kitsch, certainement. Mais il est difficile de rester insensible à cette représentation de notre beau pays depuis une contrée lointaine. Un autre point fort est le caractère particulièrement fouillé des protagonistes. Chacun a sa personnalité propre, ses qualités et ses défauts. Les relations entre les personnages sont également très poussées et loin d'être limpides. Lorsque les 2 jeunes femmes s'associent pour former Noir, Mireille indique clairement à Kilika qu'au final, elle la supprimera. Ce que la japonaise accepte, tant son existence en perpétuelle quête d'identité se révèle être difficile. Mais les rapports sociaux et affectifs viendront troubler ce qui semble être inéluctable. D'autant plus lorsqu'entrera en scène la bien énigmatique Chloé. Le meilleur pour la fin, la musique. Outre les génériques interprétés par Ali Project et Ala Yakino, l'intégralité de la bande-son est composée par Kajiyula Yuki. Elle propose à la fois des morceaux chantés, faisant la part belle aux consonances latines, au chœur et plus globalement à la voix humaine. D'autres pistes plus sombres provoquant un sentiment de malaise, et enfin, en complète opposition, des mélodies simplistes et douces. Dans la série, la musique prend souvent le pas sur les dialogues, et réussit pourtant, en étant associée à des images précises, à nous transmettre les clés de l'intrigue. Chef-d'œuvre absolu, c'est bien l'une des rares OST d'anime que l'on peut apprécier sans même connaître la série. Kajiyula Yuki se fera connaître par la suite grâce à son travail sur Noir, et l'OST s'écoulera à plus de 50 000 copies. Le premier volume de la BO est d'ailleurs disponible en édition française, et ce serait un crime de ne pas se la procurer. Oui, bon, désolé. Tous ces éléments combinés font qu'il se dégage de Noir une ambiance particulièrement réussie, mêlant mysticisme, mélancolie et ésotérisme, qui a su me toucher exactement où il le fallait. Noir, c'est aussi un hommage totalement assumé à Léon de Luc Besson, et les fans retrouveront sans mal quelques références disséminées ici et là. Noir propose une réflexion sur des thématiques comme la vengeance, le pardon, la destinée, la haine, mais aussi et heureusement, l'amour. Noir mérite amplement sa place dans mon étagère, mais également dans la vôtre. T'as fait un peu ton fanboy quand même là, non? C'est bien objectif tout ça? Ouais, j'ai quand même essayé de peser le pour et le contre, hein, mais bon. Donc voilà pour cette critique un petit peu particulière de Noir. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à réagir sur le forum en tout cas. Je vois que t'as pas pu tout dire en plus, non? Tu m'as dit que t'as des petits regrets. Ouais, voilà, il y a plein de choses encore que j'ai pas pu dire, sinon je faisais un quart d'heure, mais c'était pas possible. Donc notamment la palette de couleurs, ou encore les suites qu'il y a eu, puisque Noir, au lieu d'avoir une suite directe comme on aurait pu le penser, finalement le studio Bitrain, qui en était à l'origine, a décidé de créer une trilogie. Donc Noir est le premier épisode de cette trilogie, ensuite on a Mad Lax et on a El Cazador de la Bruja. Donc voilà, c'est les mêmes thématiques, mais c'est finement amené et on a quelques petites différences, voilà, et qui font au final des œuvres très... Enfin voilà, je vous en dis pas plus. On a compris. Voilà. C'est à découvrir si vous avez aimé Noir en tout cas. Je crois qu'il y a quelque chose ce soir dont tu voulais nous parler aussi. Oui, aussi, à 22h45, vous avez une rediff de la soirée karaoké qu'on vous a proposée le 31 décembre dernier. Et cette rediff sera précédée pour la première fois de la diffusion
des vidéos téléspectateurs que vous nous avez envoyées. Vous avez demandé, vous nous les envoyez, voilà, c'est monté, ça a mis un peu de temps. Mais voilà. Aussi, je crois qu'ils ont mis du temps à envoyer les papiers. Oui, et puis il y a certaines personnes qui ne les ont toujours pas envoyés d'ailleurs. Hein. Ces personnes-là, vous verrez, elles sont floutées, donc vous pourrez les lapider après, hein, ça c'est votre problème. Voilà, donc regardez ça, et puis si vous avez trop honte, après, libre à vous, vous pouvez rester chez vous définitivement, hein, bande de no life. Allez, sur ce, je vous souhaite quand même un bon week-end. Salut les gens!